Vates, Mames streben, sehr Kinder auszugeben, weil das ist die größte Freude bei sie. Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission mensuelle de la Maison de la Culture Yiddish, ici sur RCJ 94.8, avec moi, Shachar Feinberg. Ce soir, j'ai le plaisir d'avoir au studio avec moi Monsieur Ephraim Kahn. Ephraim travaille à l'Institut européen des musiques juives. Il a fait ses études supérieures, une partie d'elles en yiddish. Il est poète et il est paitan, c'est-à-dire compositeur de piyutim, des chants liturgiques juifs. Bonsoir Ephraim. Bonsoir Shachar. Alors beaucoup à démêler dans cette introduction et j'aimerais commencer peut-être par cette question de votre yiddish. Vous avez étudié en yiddish, vous parlez la langue couramment, et puisqu'on est sur Yiddish Heint, on va commencer par là et puis découvrir un peu plus votre monde de paitan. Merci d'abord pour l'invitation. Effectivement, le yiddish est une langue que j'ai la chance de maîtriser en partie et c'est dû à une histoire assez particulière. Ça commence à ma petite enfance. Mes parents avaient cette idée que les enfants, on leur parle en yiddish. Et ce qui est assez rigolo parce que dans la famille, c'est devenu un peu la langue des enfants. C'est-à-dire que quand on a grandi, il y a d'autres langues qui sont arrivées à la maison. Quoi qu'il en soit, quand on était très jeune, nos parents nous parlaient en yiddish. Et ce sont les phrases et les expressions qui me sont restées et qui m'ont accompagné jusqu'à mon adolescence, où j'ai intégré une yeshiva dans laquelle les cours se faisaient en yiddish. Et c'est là-bas que, pour la première fois, j'ai rencontré des gens qui avaient grandi toute leur enfance en yiddish. En l'occurrence, c'était des juifs russes qui vivaient à Toronto. Et chez eux, à la maison, on ne parlait que yiddish. Et grâce à ces adolescents-là, ces amis, j'ai pu pratiquer la langue de manière un peu plus vivante et quotidienne. Parce que chez vous, à la maison, vous dites yiddish d'enfance, c'est-à-dire un yiddish fait pour enfants ou qu'est-ce que ça englobe? C'est-à-dire, où est-ce que ça ressemble plus au yiddish qu'on lit, peut-être dans les contes, dans la littérature qui est moins quotidienne, moins contemporaine ou... Ça implique deux choses. D'abord, le vocabulaire n'est pas très ample. Et les formules sont toujours mignonnes. Par exemple, Megait Schloffi plutôt que Megait Schlafen pour dire au lit. Et ainsi de suite. Enfin, les Hanties pour les mains. Body pour un bod, pour prendre le bain. Donc, il y a toujours des petits diminutifs. Et c'est un yiddish qui est conservé dans ma famille. Et mes nièces, mes neveux pratiquent ce yiddish-là. Aujourd'hui encore. Donc, c'est un yiddish d'enfant. Waouh! Un vrai sociolecte, si vous voulez. Quelque part. Ok, donc avec cet yiddish, vous intégrez une yeshiva, vous faites vos études là-bas, mais vous faites d'autres études également. Alors, pendant la non. Après la yeshiva, j'obtiens mon bac aux États-Unis et je me dirige vers Bruxelles où je fais la rencontre d'un professeur qui s'appelle Stéphane Goldsberg. Et Stéphane Goldsberg, qui a une formation en linguistique, en philosophie, en droit, il a publié des choses très intéressantes, travaillait sur la philosophie du droit talmudique. Et ça a été... un moment important puisqu'il m'a donné goût à l'approche universitaire des textes talmudiques. Que vous connaissiez déjà de vos études. C'est ça. Et pendant 3 ans, j'ai été son assistant et j'ai eu la chance de
d'étudier différents textes avec lui et d'assister ses recherches, notamment de travailler sur des traductions. Et ça a été un moment très formateur. Et en 2 mots, Ephraim, qu'est-ce que ça veut dire, enfin, pas qu'est-ce que ça veut dire le droit talmudique, la philosophie du droit talmudique. Enfin, le droit talmudique, c'est la halakha. C'est la loi qui gère les affaires quotidiennes des Juifs. Mais qu'est-ce que la philosophie du droit talmudique vous a apporté particulièrement et comment elle informe ce que vous faites actuellement, dont on va parler tout à l'heure? Alors, pour commencer par le commencement, le droit talmudique, effectivement, c'est la halakha. C'est ce que certains appellent la loi juive, loi avec un L majuscule. Quand on dit droit talmudique, ça sous-entend que ce sont les lois de la Bible, mais telles que comprises et transmises dans le corpus du Talmud. Il y a eu d'autres écoles de pensée biblique, mais aussi de pratique. Et la philosophie du droit talmudique se concentre précisément sur celle-là. Comment vous dire, c'est comme si on découvrait que des textes qui avaient été écrits dans un autre univers pouvaient être lus avec une grille de lecture qui est issue de concepts qui ont été formalisés ces dernières années, ces quelques dernières centaines d'années. Et ça, c'est passionnant, de pouvoir retrouver des controverses de juges à la Cour suprême des États-Unis dans une page de Talmud. Ça met en exergue le fait que les questions sous-jacentes sont en fait intemporelles. Des questions sur la justice, sur l'équitabilité, des questions de la philosophie juridique, en réalité. Notamment des questions de justice qui est quand même un principe très important, mais aussi lorsque on trouve différentes règles qui se contredisent. Enfin, évidemment, le droit est tel qu'on ne peut pas toujours tout appliquer sans que les lois ne se contredisent entre elles, ou que les principes se voient réduire leur champ d'application. Donc, ces questions-là qui sont non pas le droit tel qu'il est appliqué, mais on peut appeler ça l'architecture du droit, sont des questions communes à la majorité des cultures, la majorité des droits. Ouais. Non, ok, donc j'ai mieux compris maintenant, je pense. C'est-à-dire c'est un travail sur la méthodologie juridique, en réalité, d'un point de vue philosophique et historique. C'est super intéressant. Alors, je vais vous poser une question chargée, disons, parce que je connais la réponse, dans le sens où je sais que la langue que vous auriez eu affaire avec dans le Talmud vous informe plus tard dans la vie, mais ces études ne vous ont pas amené naturellement à devenir avocat ou magistrat, n'est-ce pas? Actuellement, vous travaillez à l'Institut européen des musiques juives. D'abord, qu'est-ce que c'est que cet institut? Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Et ensuite, on va revenir à la langue talmudique qui fait partie de votre vie et votre parcours. L'Institut européen des musiques juives, oui, c'est une belle rencontre. Alors, c'est un institut qui se donne une mission qui est triple. D'abord, celle de conserver le patrimoine musical juif de France, d'Europe, mais plus généralement de là où elle est pratiquée. Le deuxième volet de sa mission, c'est de transmettre cette musique. C'est ce que l'Institut fait notamment par le site internet qui est très fourni. Et le troisième volet de sa mission,
c'est le fait de valoriser toutes les archives. Donc, l'Institut européen des musiques juives a des dizaines de milliers d'archives, plus de 70 000, mais il ne suffit pas que ces archives soient conservées, il faut qu'on puisse prendre des petits extraits, qu'on puisse prendre des enregistrements précieux, des partitions, les mettre en valeur pour que ça profite à un public qui dépasse le cercle des chercheurs en musicologie. Alors avant qu'on avance, j'aimerais souligner pour nos auditeurs et nos auditrices que le site de l'Institut européen de musique juive, il est consultable, il est entièrement gratuit. Vous avez à disposition donc des dizaines de milliers d'articles indexés sur la musique, des enregistrements, des partitions. Tout cela est à libre accès. C'est ce que moi j'ai découvert récemment en rencontrant Ephraim Kahn. C'est un trésor pour les amateurs de la tradition musicale juive et de la musique en général. Donc ça, il faut le souligner parce que je pense que moi, en tout cas, je n'étais pas au courant de ce projet incroyable qui est là à Paris, qui existe chez nous, ici à la capitale, dans le 13e arrondissement. Et, magnifique. Donc, et qu'est-ce que vous faites là-dedans, Ephraim? Quel est votre rôle? Je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, que effectivement, c'est une institution qui gagnerait à être mieux connue et qui fait une mission assez extraordinaire. Hervé Roten, qui a fondé l'Institut, aime beaucoup employer le terme de musique juive au pluriel. Les musiques juives, parce que quand on met un peu la tête là-dedans, on voit toute la richesse que ça comporte. Pour revenir donc à... Vous demandiez quel était mon rôle au sein de cet institut. Alors, aux côtés de Hervé Roten qui le dirige, de Jacqueline Roten qui est en charge notamment du site, et de Léa Couder qui s'occupe de la numérisation et d'autres choses encore, j'ai la mission une double mission. Je m'occupe d'abord de la numérisation des archives qu'on reçoit. Pour vous donner un exemple, on a un chazan de Strasbourg, Michel Heyman, qui nous a remis des archives extraordinaires, notamment des partitions manuscrites qu'il avait reçues de ses propres maîtres. Et certaines d'entre elles remontent au 19e siècle. Donc, je suppose que ces maîtres les avaient eux-mêmes reçues de leurs maîtres. Ouais. Et quand on reçoit ce type d'archives, on se penche dessus. Faut identifier à quoi ça correspond. Vous savez, il y a des petites singularités qu'on remarque qui sont intéressantes. Par exemple, le texte « Ma tovu ohalech Yaakov », donc il y a plusieurs compositions sur ce verset. « Ma tovu », on aurait intuitivement, on l'épellerait avec un V, « Ma tovu », sauf qu'on est en Alsace. Donc, Matovu devient M-A, espace, T-A-U-F-O-U. Matofu. Matofu. Voilà. Matofu, qu'on achète chez Frère Tang, c'est dans le 13e arrondissement. Et vous pouvez nous traduire aussi ce verset? Matovu Olech Abraham. Oui, ô que sont belles tes tantes, Jacob. Jacob, pardon. C'est un verset qui sert notamment d'introduction dans les cérémonies de mariage. Donc, à côté de ça, on reçoit aussi des archives sonores sous différentes formes. Il y a des formats qu'on ne retrouve plus aujourd'hui sur le marché. Et on a toute la technologie pour faire la numérisation au sein de l'IEMJ. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas sous-traité et qui demande donc un certain travail, une certaine expertise, mais qui nous permet de travailler efficacement. On va écouter maintenant le premier morceau de notre émission, Der Telegram de Dave Cash, qui a été édité par l'Institut européen de musique juive. On va en parler peut-être aussi de cette fonction de l'Institut. Voici Der Telegram, Dave Cash.
Ich hab heim bekommen, Telegrammen apur. Es ist mein Jubiläum, schon 30 Jahre. Wie ich singe, wie ich tanze, nicht nur für Geld, noch von Liebe zu der Kunst, weil es mir gefällt. Jeder Artist kennt das ganz kind, wenn man macht auf die breiter guten ersten Schritt. Und ja sag Reflektoren von die Augen wird schwarz, tremende Fiels, wie sie schluckte das Herz. Und da muss ihr heint euch bingt vor dem Programm, zwischen anderes gewesen euch ihre Telegramm. Viele Masel im Bruche wünsch ich dir dazu, sollst du ein paar Nüsse, sollst ein Gesinn. Ich will halten Feigenhain zu dein Debut, das wünsch dir von dem ganzen Herzen dein Ruhe. Sei damals ein Dorf für 5 Jahre akkurat, haben wir beide Chassene gehabt. Ich mit der Ruhe zum glücklich gewesen, ich hab äußer hier fast die Welt nicht gesehen. Gefahren mit ihr in der ganzen Welt. Da kommen dann Nomen in Covid, in Geld. Probiert neue Rollen, Repertoire. Nur als Hach hat gefehlt noch zu werden als Star. Noch allemal ständig zum neuen Programm. Zwischen anderes gewesen euch ihre Telegramm. Viele Masel im Bruche wünsch ich dir dazu, sollst du ein paar Nüsse und sollst ein Gesinn. Steig allemal höher, verlier nicht den Mut, das wünsch dir von dem ganzen Herzen dein Ruht. Mit 2 Jahren zurück ist Ruth krank gewesen, und ich bin gefahren auf Gastrol allein. Zwischen Chaveren, Akteuren, Ballett, noch dem Programm in einem kleinen Kabarett. Getanzt mit einem Mädel, gekocht hat das Blut. Auf einen Moment hab ich vergessen von der Ruhe. Sie hat mich verkischelt, zieh von dem Ballett, und wegen der Schlank hab ich mich gegelt. Noch eins im Jubiläum, pinkt vor dem Programm. Zwischen anderes gewesen, euch ihre Telegramm. Viele Masel im Bruche wünsch ich dir dazu, sollst auf ein paar Nüsse, sollst ein Gesinn. Deine alle Chaläume soll neues fallen dir gut. Das wünscht dir von dem Herzen deiner molige Ruth. C'était Der Telegramme, chanté par Dave Cash. Vous écoutez Yiddish Heint ici sur RCJ 94.8. J'ai au studio Monsieur Ephraim Kahn. Ephraim, cet enregistrement, il provient d'où? Ou pas forcément l'enregistrement, mais son édition. L'enregistrement que vous venez d'entendre est issu d'une collection qui a été éditée par l'Institut européen des musiques juives et qui s'appelle La musique juive dans le Paris d'après-guerre. C'est un coffret qui fait 4 albums et ce sont des chansons qui ont été masterisées et éditées dans la collection de l'IEMJ. Donc en fait, l'Institut européen des musiques juives, tel qu'on l'a mentionné tout à l'heure, a une collection immense, de plus de 70 000, peut-être plus de 80 000 pièces, mais c'est si grand, c'est si riche que pour s'y retrouver, il faut un œil d'expert. Pour cela, l'IEMJ s'est donné aussi comme mission de valoriser certaines archives, d'où l'initiative de l'édition de ce coffret. Et est-ce que l'IEMJ édite que de la musique historique ou des enregistrements d'époque, ou est-ce qu'il y a une volonté de production de musique contemporaine?
C'est une bonne question. L'UMJ, en fait, a plusieurs, pardon, le mot m'échappe, en tout cas plusieurs créneaux, plusieurs types de production musicale. La première, c'est évidemment la réédition, remasterisation d'archives. Mais aussi à côté de ça, il y a des choses beaucoup plus expérimentales, des choses plus contemporaines. Vous avez par exemple des variations sur des chants ladinos sur la guitare classique par Liat Cohen. Vous avez un mariage entre klezmer et salsa, des Cigarios en el Strudel édités par l'UMJ. Et la liste est longue. Tout ce que je vous dis actuellement est accessible sur le site et les auditeurs peuvent se procurer tous ces beaux albums dans la rubrique boutique. Et est-ce que sur cette liste, il y a également des piyutim d'Ephraim Kahn? C'est une question un peu prématurée. Non, alors ce qu'on a en revanche en termes de piyutim, ce sont des archives, mais l'Institut européen des musiques juives se donne aussi comme mission d'enregistrer des archives vivantes. Ce qui fait que, en début d'année, j'ai été enregistrer une Shirat HaBakashot. C'est une tradition qui existe notamment dans la communauté juive issue du Maroc, où, pendant les Shabbats en hiver, on chante des chants, des poèmes liturgiques sur des airs andalous. Et à Créteil, cette année, ils ont organisé une soirée, donc c'était un samedi soir, où ils ont chanté les Bakashot qui sont d'ordinaire chantés le samedi matin. Et j'ai été faire un enregistrement pour l'Institut européen des musiques juives. Et avant qu'on écoute cet enregistrement, peut-être vous pouvez nous raconter un peu plus sur cette composition et sur l'œuvre, le travail d'un paytan contemporain. Un paytan, je ne sais pas en yiddish comment on le dit, j'aurais dû regarder. Mais c'est tellement beau, je trouve, le mot piyut, paytan en hébreu, qui veut dire bard en anglais. C'est comme un... comment le dire en français, hein? On pourrait dire troubadour. Un troubadour, exactement. Bard, troubadour. Je pense que ça marche aussi. Mais... Voilà, donc dites-nous un peu là-dessus. Donc, cette question, je vais la répondre d'un point de vue un peu personnel, puisque j'écris aussi des piyutim, et donc ce serait plutôt sur l'aspect de l'écriture du paytan que je peux partager des idées. À l'origine, j'ai cru comprendre par mes recherches qu'il n'existe pas de mot pour dire la poésie dans la Bible, hormis le terme shira, qui est ambigu. Donc, lorsque Moïse dit Verata kitvu lachem et ashira azot, écrivez pour vous ce chant, c'est un poème, mais c'est un terme qui n'est pas propre à la poésie. Ce sera par la suite, à travers le latin qui reçoit lui-même le mot grec pour désigner ce qui est poétique, la poésis, et qui, à travers le latin, arrivera à l'hébreu, qui donnera piyut. Ah, donc l'étymologie de piyut n'est pas hébraïque. Ça vient du grec, de poema. En fait, de poema, poeta, et puis ça passe par le latin, poemata. C'est ça, et c'est pour ça que ça ressemble au terme de poète qu'on connaît, c'est parce qu'ils ont une racine commune. Waouh, ok, on apprend des choses sur Yiddishkeit. Et donc, comment ça nous fait revenir à vos études du Talmud? Parce que quand j'ai rencontré Ephraim Kahn pour la première fois, il a chanté en un petit cercle, un piyut à lui. Et j'étais époustouflé par votre hébreu, le registre que vous employez et
la touche, c'est-à-dire la couleur de la langue. Donc, d'où est-ce que ça vous vient? Comment vous arrivez à composer dans un tel hébreu actuellement? Disons que de la poésie hébraïque, il y en a plein. La particularité du piyut, tel que je le comprends, c'est de s'inscrire dans une continuité du corpus de la poésie liturgique hébraïque. Donc des piyutim ont été écrits au fil des siècles, on a commencé de ce qu'on appelle le piyut Eretz Israeli, qui est appelé en français et en anglais le piyut palestinien, puisque c'était à l'époque de la domination romaine. Et c'est là que les poètes ont commencé à composer, peut-être composer des mélodies sans doute, mais en tout cas écrire des textes, c'est ce qui est sûr. C'était souvent des personnes qui étaient elles-mêmes chazan dans leur communauté. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait choisir sa synagogue, notamment en fonction du poète. Donc, le paytan écrivait un genre de résumé du récit de la paracha de la semaine avec les commentaires. Il le versifiait, donc il en faisait un poème. Et certains étaient plus doués que d'autres. On pouvait choisir la synagogue à laquelle on allait en fonction notamment du poète. Et cette tradition a perduré au fil des siècles et dans les différents milieux où les Juifs ont vécu. À l'époque de l'Andalousie, le poète a pris une nouvelle forme. Et donc au fil de l'histoire, le piyut a intégré plusieurs registres de la langue hébraïque. On a évidemment la base qui est l'hébreu biblique, mais étant donné que ça intègre différents éléments qui ont accompagné le peuple juif à travers au fil des siècles, les piyutim des différents endroits, en fait, mettent en avant, on peut y retrouver les traces des textes qui étaient étudiés et auxquels on accordait le plus d'importance. Donc, typiquement, vous pouvez retrouver des piyutim qui intègrent aussi des termes en araméen. Vous avez des piyutim qui sont écrits en araméen. Vous avez, au XXe siècle, des piyutim qui intègrent des termes tout à fait modernes. Par exemple, Rabbi David Buzaglo dit dans un piyut sur la Mimouna que, si ce n'était pour les politiques démagogues, on pourrait bien s'entendre, et il met le mot démagogim dans un piyut. C'est une nouveauté. Donc, le piyut est un peu le reflet des communautés qui les produisent, mais ça doit surtout s'ancrer dans la tradition, évidemment biblique, mais aussi midrashique, talmudique et la littérature qui a suivi. Et donc ça, c'est une vision historique et fonctionnelle de la tradition de piyutim. Et comment vous y prenez? Comment vous abordez la question? Comment vous vous situez dans cette logique? Disons que j'avais plusieurs questions à me poser avant de commencer à écrire. D'abord parce que quand on vient après des géants qui ont écrit des piyutim d'une perfection dont on sait qu'on ne pourra pas l'égaler, c'est difficile de prendre le stylo pour écrire. Bon, on est en France, quand même, le pays de Proust. Je pense que chaque écrivain connaît le sentiment. Et à côté de ça, il y a aussi la question d'essayer de dire quelque chose d'intéressant. Donc, mon angle a été le suivant. Je me suis dit, je vais prendre un domaine qui n'a pas été exploré de manière très vaste. C'était en l'occurrence les personnages féminins du récit biblique. Et je vais aussi essayer d'écrire un piyut différent, puisque les piyutim sont éminemment collectifs. Ça veut dire que dans les piyutim, et c'est quelque chose qui est un peu calqué sur la prière, quand l'individu s'adresse à Dieu ou à sa communauté, il ne parle pas en tant qu'individu, il parle d'abord en tant que membre, si ce n'est représentant de sa communauté. Et donc, j'ai pensé qu'aujourd'hui,
l'heure était peut-être arrivée pour tenter une nouvelle forme de piyut, un piyut plus intime, un piyut plus personnel, essayer de transposer dans l'écriture l'effet que pourrait faire un film filmé avec une caméra d'épaule. Alors, on va maintenant écouter un piyut composé par Ephraim Kahn et chanté par Netta El-Kayam. Mais avant, est-ce que vous pourriez nous donner peut-être un résumé pour que les auditeurs puissent peut-être mieux suivre le chant? Ce piyut a été écrit à l'occasion de la fête de Shavuot, au cours de laquelle on lit le livre de Ruth. Et vous connaissez peut-être l'histoire. Il y a Noémie qui, après avoir perdu son mari et ses 2 fils, dit à ses belles-filles qu'elle va retourner en terre d'Israël, mais qu'elles peuvent rester au champ de Moab. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le livre de Ruth. Et Ruth insiste auprès de Noémie. Elle dit « Non, c'est bien toi que je veux suivre. C'est dans ta voie que je veux m'engager. Je resterai avec toi. » Donc le piyut que j'ai écrit met en scène ce dialogue et fait parler Noémie et Ruth à la première personne pour justement faire émerger une discussion intime et qui peut être lue aussi de manière allégorique, comme faisant référence au dialogue entre le peuple juif et la Torah. Donc Noémie et Ruth, piyut composé par Ephraim Kahn, interprété par Netta El-Kayam. ביתי ערבות צדך שבי הננה שבי פרח ופרי גן נחלבי מלאך מיצר צבי הננה צבי מצילך מנוחה ברעות ושלום ליבי אחר פעמייך הנה פעמייך שם פעמיו בנדודייך אין בית לי כאלוהייך הננה אלוהייך שוכנת בשדה אוהלייך שלום ביתי ניר דירחו עבד הננה עבד שמלת יגון לגביבד לבשי אלום אלך זבד הננה זבד אני אלך לי מקום אמותיי בשלום אף אם לי בקעת האבל הנא אבל שירו יררב משיר נבל חיקך חלקי מכל חבל
حبل هننا حبل كيف تورة حיים ואהבת שלום ביתי ידעת כי לפוקה הנה לפוקה היא לחוסיקוס מצוקה ועוד נפשך בי חבוקה הננה חבוקה אבקשה נא טוב לך אדברה שלום טוב תורת פיך לא אתושה אתושה בוא אחזיק לו לא אבושה גם כי אזקין בך אדרושה עננה אדרושה מצאתי בחלך שלווה וגם שלום סיסי שמחי פרצי פרץ הננה פרץ תורה אשר בשמי ארץ בך נשקה אמת ארץ הננה ארץ כי נעמה דרכך נתיבתך שלום נתיבתך שלום. Netal Kayam qui chante Ruth et Noémie, composé par Ephraim Kahn. Vous écoutez Yiddish Heint ici sur RCJ 94.8. Avant de reprendre la conversation avec Ephraim Kahn, ici au studio, une petite publicité pour un programme assez exceptionnel qui s'appelle Hambourg et Lübeck, un séjour culturel juif du 9 au 14 juillet cet été à Hambourg autour du personnage de Glickel de Hamelin. C'est une femme d'affaires dont on fête le 300e anniversaire de sa mort, une femme d'affaires de Hambourg, du donc 17e siècle, qui écrit en yiddish à l'époque. Elle écrit en yiddish, elle écrit sur des affaires, sur l'épidémie de peste, la fuite des Juifs, la mort, enfin des sujets assez passionnants en yiddish. C'est un séjour culturel auquel vous pouvez participer. Tous les détails seront sur notre site web de l'émission et je vous invite à les consulter. Donc, au retour au studio avec Ephraim Kahn. Et Ephraim, vous vouliez dire un mot sur le piyut et l'enregistrement qu'on vient d'écouter? Un mot sur la pub. On parle de Lübeck et de Hambourg. Ce sont deux villes très centrales dans l'histoire de ma famille. Oh! Puisque ma grand-mère paternelle est une Karlebach. Et ce sont deux villes où cette famille a une histoire assez importante.
Je ferme la parenthèse. Ok, alors vous vous inscrivez au séjour culturel. Ils s'inscrivent au Piyutim. Blineder. Oui, alors vous vouliez dire un mot sur l'enregistrement avec Netal Kayam? Absolument. Ce texte, je l'écris sur les personnages de Noémie et de Ruth, mais je ne l'ai pas fait seul. C'est la première fois d'ailleurs que pour écrire un piyut, j'ai intégré un regard qui m'a été offert par une autre personne. En l'occurrence, c'est Netta elle-même qui trouvait en la figure de Noémie, cette femme qui était déconsidérée par la société, cette femme qui rentre seule en terre d'Israël et tout le monde s'étonne. Vatehom kol ha'ir hazot Naomi, est-ce bien la Noémie qu'on connaissait? Et pourtant Ruth insiste, c'est bien Noémie que je veux suivre. Elle incarne quelque chose que je veux adopter. Et c'est ce que j'ai essayé d'intégrer dans le piyut. Et donc, Netta a ensuite adapté le texte que j'avais écrit sur un air de la tradition marocaine de la Ala Andalusia. Et c'est ce qu'elle a fait avec brio et je lui ai ensuite très reconnaissant. Très intéressant. Mais maintenant, Ephraim, si vous permettez, c'est très joli, c'est très bien, tout cet hébreu, mais malheureusement, notre émission s'appelle Yiddishheit, donc j'aimerais bien qu'on revienne au sujet du Yiddish. Et c'est rare d'avoir un locuteur quasi natif sur l'émission. Donc, en tant que poète, vous, en tant que poète, j'aimerais vous demander, est-ce que le Yiddish joue un rôle dans vos compositions aussi? Est-ce que vous écrivez en Yiddish? Ou est-ce que vous vous inspirez du Yiddish? Ou quel rôle a le Yiddish dans votre œuvre? J'écris effectivement en Yiddish. Je dois avouer que ça m'est quand même plus laborieux. Malheureusement, je n'ai pas cette fluidité, mais ce sont des challenges que je me suis posés, d'écrire des textes en yiddish et parfois de faire des adaptations, des traductions. Farta und Farbesser, si on réussit. Et c'est quelque chose qui a été reçu avec beaucoup d'enthousiasme, ce qui m'encourage à continuer. Par qui, si je peux demander? C'est-à-dire, qui est le public de vos compositions en yiddish? Ce sont des morceaux que j'ai généralement chantés dans le cadre de soirées organisées à Jou Salsa, à Boulogne-Billancourt. Et dans des contextes plutôt informels. Mais l'enthousiasme que j'ai rencontré m'encourage à porter ça peut-être à la prochaine étape. Et donc, pour vous qui venez au Yiddish, pas du côté des yiddishistes, c'est-à-dire moi, j'ai connu le Yiddish au sein de la Maison de la Culture Yiddish par les activités de ce milieu qu'on pourrait appeler le milieu yiddish. C'est pas un milieu, c'est la tradition yiddishiste. Mais vous venez d'un autre Kuckwinkel, un autre point de vue. Est-ce que, d'abord, vous connaissez les cercles yiddishistes? Est-ce qu'il y a un abîme entre les deux? Ou comment vous voyez la chose? Je ne suis pas expert en la matière, mais tel que je le comprends, il y a, pour schématiser, deux écoles de pensée au sein du monde yiddishophone. Évidemment, hormis le public juif orthodoxe qui pratique le yiddish, il y a le milieu qui s'inscrit dans la tradition révolutionnaire qui avait été portée par des yiddishophones et peut-être par des références culturelles juives, en tout cas qui a vraiment produit sa littérature et sa pensée et surtout son action en yiddish, donc notamment ses pamphlets, ses banderoles, ses chansons qu'on connaît. Et à côté de ça, vous avez, me semble-t-il, une autre école de pensée qui revient peut-être aux origines du
du milieu que je viens d'évoquer et qui, quelque part, on peut dire, a fait la paix avec ses parents. Et donc, tout en acceptant le fait d'avoir été enrichi par cette culture révolutionnaire, ce mouvement n'écarte pas, en fait, les origines croyantes, disons, de la langue et de la littérature yiddish. Et la différence se voit au niveau sociologique. Parfois, on peut retrouver un certain entre-soi, puisque le yiddish est souvent accompagné d'une dimension activiste assez forte, et ce qui tend, évidemment, à un certain entre-soi. Vous voulez dire dans les deux milieux, je pense, n'est-ce pas? Ou... C'est-à-dire dans les deux tendances que vous décrivez. Alors, qui se ressemble, s'assemble. C'est vrai de tous. Mais plus la dimension idéologique et surtout activiste est forte, et c'est vrai pas seulement du yiddish, et moins on est porté vers l'extérieur. Intéressant. Oui. Très intéressant. Donc, Ephraim a choisi encore un morceau pour nous ce soir. Nicht Emes, c'est pas vrai, de Yom Tov Ehrlich. Vous voulez dire un mot? Oui. Oui, pour présenter le morceau, parce que pour des personnes qui ont l'habitude d'écouter de la musique en yiddish, il peut paraître un peu surprenant. Alors, il faut se dire que c'est une chanson qui est chantée et écrite, non pas par un chanteur, mais par un badchen. Le badchen, vous reconnaissez peut-être la figure de cet artiste qui vient égayer les mariages et qui écrit des textes en rime qui reprennent un peu l'histoire des deux familles, de la famille des deux mariés, avec humour et dérision, en leur souhaitant tout le bien. Et ce badchen, en l'occurrence Yom Tov Ehrlich, a vécu au rythme des tragédies du peuple juif lors du XXe siècle, donc en Russie, sous le communisme, ensuite pendant la guerre. Il a été avec un grand nombre de juifs, s'est retrouvé à Samarcande, et ensuite il a émigré aux États-Unis, et là-bas il s'est donné comme mission de faire des cassettes pour les enfants en yiddish pour leur enseigner la bonne voie à suivre, donc évidemment la foi et la tradition. Nicht Emes, c'est pas vrai, Yom Tov Ehrlich. In Amerika seien da viel Zeitungen-Journalen meist ganze Qual. Selbstmorden, Bankrotten, Überfallen, Baseball, Pferdgejägen und Boxen. Die größte Lehner von den jüdischen Papers seien die Orthodoxen. Die freie Schreiber von den Zeitungen haben schon ergangen. Als sie mischen rein in ihre Artikel ein bisschen kein Neues, dicke Verlangen, während die ehrliche Leser mamisch wie gefangen und schlingen jeden Wort zusammen mit den apikorsischen Gedanken. Die größten Eisübergeber in Amerika mit dem größten Jiddisch, in der Times auf Englisch, der Morgenjournal auf Jiddisch. In Restaurant Pesach Tikve und in der Zelemer Mikve. Der Achillik ist in Zeit. In Times wird ein Eis gebracht, demselben Tag, dieselbe Nacht. Der Tagmorgenjournal kriegt dem Letter mit einer Woche später. In der Zelemer Mikve ist Pinklerseher, dort kriegt man den Eis mit einer Woche freier. In der Fatima Mikve konnte ihr hören und sehen, Bezine, Neis von der zionistischen Medine, darunter Führer und Askonim, dem ganzen Elam Hase mit dem Ponym Elponym. Nur im Mikve dort konnte ihr wissen, Emes und Neis alle Sorten. Aber die Zeiten schreiben und tun sie übertreiben. Im Mikve konnte ihr wissen, Chlor und Aremes, was ist Emes und nicht Emes. Unser Entertainer Freitag von Nacht hat der ganzen Päckchen Ideas gebracht. Er hat gelehnt vorsichtig und der Elam hat gesagt, es ist richtig oder nicht richtig. Emes oder nicht Emes. Unser Entertainer wird überall in der Päckchen Ideas von 9 bis 12 und wir wollen hören, es ist Emes oder Bluff. Jid gelesen hat dem Vorwärtsin ist nicht geworden krumm. Der Morgenjournal hat gelesen und ist geworden fromm. Nicht Emes, nicht Emes, nicht Emes, nicht Emes, nicht Emes. Das ist wie Moni gewinnt, das kann doch gar nicht sein. Am Lamed hat gelernt, Kinder, nicht geschrien auf kein Kind. Alles ruhig im Seucher, es akkuift an Esrig und hat gar nicht verdient. Nicht Emes, nicht Emes, nicht Emes, nicht Emes, nicht Emes. Das ist wie Moni gewinnt, das kann doch gar nicht sein.
a kleine Kind in Television, Tag und Nacht, es guckt sich rein. Und von dem ist es geworden, fromm und gut und fein. Nicht Emmes, nicht Emmes, nicht Emmes, nicht Emmes, nicht Emmes, das ist immer nicht gewinnt, das kann doch gar nicht sein. Und a Bocher von Yeshive in a College ist weg. Mit nicht jeden in den Zwiebel und nicht darauf von weg. Nicht Emmes, nicht Emmes, nicht Emmes, nicht Emmes, nicht Emmes, das ist immer nicht gewinnt, das kann doch gar nicht sein. C'était donc Nicht Emes de Yontev Ehrlich, un exemple de Yiddish von Yiddishkeit, battre selon la tradition. Pas très clément avec les autres, mais ça fait aussi partie de notre histoire. Ça fait aussi partie de la tradition, tout à fait. C'est Yiddish Heint que vous écoutez ici sur RCJ 94.8. On arrive à la fin de notre émission avec notre invité de ce soir, Ephraim Kahn. Ephraim, qui travaille à l'Institut européen de musique juive, que je vous invite, musique juive, que je vous invite de nouveau à regarder. Il est paytan, il écrit en hébreu, il écrit, on vient de le découvrir, aussi en yiddish. Ephraim nous a apporté, pour terminer l'émission ce soir, un petit projet personnel qui va trouver sa place, je trouve, plutôt sur TikTok, n'est-ce pas? Même si il s'agit d'un chant yiddish. De quoi s'agit-il, Ephraim? C'est une reprise d'un chant qui s'appelle The Wellerman Song. Un chant viral qui a passé peut-être pendant la pandémie, c'était peut-être que ça a explosé, mais oui, que sans doute nos auditeurs connaissent. C'est ça, c'est un chant de marin irlandais, il me semble. Puis je me suis dit, il a un tam tellement chassidique qu'on pourrait en faire une version en yiddish. Et puis il n'y a pas de chant de marin en yiddish. Il n'y a pas de chant de marin, sauf que je rappelle que Reb Nachman de Breslev, quand on le lit, ce qu'il faudrait faire, tout le temps, il a écrit sur les pirates. Donc, au moins, il y a des pirates dans la tradition yiddish. Alors, Ephraim Kahn, est-ce qu'on fait notre interprétation? Allons-y. Allons-y. Donc, Jiddische Matrosenlied. Jiddische Matrosenlied. Es Sturmen die wilde Chweies, Winden blosen Mittagcheies. Euer kennt in Jam nicht schwimmen, halt sich stark zum Nigen. On, der Schiff kommt on, gepackt mit Bier und Rum. Das neue Leben hält sich on, macht sie alle Chaim. Wie der Goles ist der Weg, lang und halb und voll mit Schreck. Moishe, komm je mit dein Stecken, tu dem Jam und Spolten. On, der Schiff kommt on, gepackt mit Bier und Rum. Das neue Leben hält sich on, macht sie alle Chaim. La 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 la. La 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 la, macht sie alle Chaim. Bravo, Ephraim, et j'espère que ça devient un classique de la tradition liturgique, si je peux dire, yiddish. Merci beaucoup, Ephraim Kahn, d'avoir été avec... Oui, encore un mot. Oui, j'aimerais vous remercier, Shachar, merci. Parce que cette chanson doit évidemment une contribution à Tal Chaver Riboski et à vous-même. Was haben es verbessert au bénéfice de nous tous. Donc, merci. Et merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Donc, c'était Ephraim Kahn ici sur Yiddish Heint. Et que je tiens à remercier. Je tiens à remercier également vous, nos auditeurs et auditrices. Je remercie également Théo à la technique ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt. Tates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sie. Und als Gott helft, sie sehen unter der Gruppe das Kind stehen, geht der Tate zu der Klezmer a geschrei. Nu lo mir alle tanzen, it's der Duet, Kille a Freilach. Kille, nu geher hop, 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 hop. Das ganze Leben hat der Welt die Bobkille. Nu lo mir gehen a tanzen, wie lang es los sich noch. Ai, 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 geht doch das so geht. Lo mir alle
tanzen du in der Rhythm. Oi, 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 geht das so, geht. Mädel nehmen a Bocher und tanz mit ihm. Nu, wir alle tanzen, jetzt schnell du Hopkille. Freilich Hopkille. Geh her hop, 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 hop. Das ganze Leben hat der Welt nie Hopkille. Das ganze Leben ist doch nicht mehr wie ein Tanz.